Ma présentation soulève la question quelle place pour les militants de Nahda et du PJD depuis 2011 surtout. Donc, elle repose sur l'analyse des deux partis islamistes, notamment Ennahda en Tunisie et le Parti de la justice et du développement au Maroc, qui ont gagné les élections en 2011, donc après le printemps arabe, et ont continué pendant cette dernière décennie à participer au gouvernement et à la vie politique de leurs pays respectifs. Pourquoi ces partis sont-ils pertinents pour notre discussion d'aujourd'hui? Parce que ce sont des partis conservateurs, parce que le printemps arabe a amené à la rédaction d'une nouvelle constitution en Tunisie et d'une révision constitutionnelle au Maroc, lors desquelles la question de la femme a été centrale. Et dans ce contexte, les victoires électorales des islamistes ont suscité l'inquiétude quant aux acquis des droits des femmes. Enfin, historiquement, depuis leur fondation dans les années 60, tant les mouvements islamistes qui sont à l'origine des Nahda et du PJD se sont opposés à la réforme du code du statut personnel en Tunisie et au code de la famille, Moudawana, au Maroc. C'est pourquoi, après 2011, la participation des Nahda à la rédaction de la nouvelle constitution tunisienne et la revendication de certains de ces députés d'y inscrire la charia a alimenté un long débat concernant la place de l'islam dans la nouvelle constitution, les droits et les libertés. Le PJD est connu pour ses positions contre l'égalité dans l'héritage, critiquant en 2015 sa révision par le CNDH. D'ailleurs, le ministre des Droits de l'Homme de l'époque, Mostafa Hamid, me disait dans un entretien personnel en 2017, et je cite, « Personne au PJD n'accepte qu'une fille et un garçon héritent de la même façon ». De plus, le même ministre soutient la polygamie et la pratique. Et donc, de plus, en 2019, le PJD s'est opposé à la dépénalisation de l'avortement dans le royaume. Donc, la plupart des études qui parlent du positionnement de ces mouvements islamistes quant aux droits de femmes parlent de ces partis à travers les écrits ou les discours de ces cadres hommes. Et donc, j'ai essayé dans mon analyse d'aujourd'hui de donner la parole aux femmes des deux mouvements afin de comprendre le rôle qu'elles jouent en interne et aussi dans la vie politique de ces partis. Donc, ce sont des témoignages des militantes que j'ai recueillis entre 2016 et 2020 en Tunisie, au Maroc et aussi à Paris, révélant qu'à travers leur engagement social et politique, ces femmes sont devenues des actrices de leur parti. Donc, quelles sont les trajectoires d'engagement de Nahda et du PJD? Tant au Maroc qu'en Tunisie, les mouvements ont été d'abord bâtis par les hommes et les femmes ont rejoint dans une deuxième phase ces mouvements. En Tunisie, un militant de Nahda m'avait expliqué que dans les années 80, et je cite, « l'adhésion au mouvement islamiste offrait une couverture morale qui rassurait les parents ». Il disait « Lorsque je me compare à des jeunes filles de mon âge qui n'étaient pas engagées politiquement, elles n'ont pas pu sortir, participer dans les manifestations et les débats. Il n'y avait pas de raison pour les parents de les laisser partir. C'était vraiment émancipateur. » Donc cette couverture morale a permis aux femmes de bénéficier d'un allègement de la pression patriarcale au sein de la famille. Mais malheureusement, le système de domination s'est reproduit dans les mouvements islamistes qu'elles ont intégrés, puisqu'elles ont rejoint une structure pyramidale au sein de laquelle elles ont été regroupées dans la section des femmes et donc éloignées des centres décisionnels de ces partis. De fait, l'entrée des nombreuses femmes dans les mouvements de prédication à l'origine des Nahda et du PJD a abouti à la création, au sein de chacun de ces mouvements, des sections dédiées aux femmes. Au Maroc, aujourd'hui, ces sections existent à tous les niveaux, au niveau du quartier, de ville, de la province, de la région. Et leur but est de répondre d'abord aux besoins des femmes, mais aussi de les sensibiliser au message de leur parti, ce qui constitue en fait un grand atout dans les campagnes électorales et favorise également la constitution d'un électorat féminin pour le parti. Pourtant, les femmes restent la base de la pyramide. Donc, un élément m'a spécialement interpellée durant mes recherches, notamment que ces femmes sont des votants assidus et également des agents de campagne. Ce sont elles qui préparent les campagnes électorales, elles font de la porte-à-porte, mais elles sont en revanche sous-représentées dans les instances décisionnelles des deux partis.
Une cadre de Narda témoignait, je cite, « Les femmes sont plus sur le terrain, plus proches des citoyens, elles sont actives. C'est une pyramide, dans les couches basses, il n'y a que des femmes, après un montant, nous trouvons que des hommes. » Donc l'entrée des islamistes tunisiens de Narda et du PGD au Maroc dans l'arène politique de leurs pays respectifs a représenté un vecteur d'émancipation de femmes dans le milieu politique. Après 2011, les militants de la diaspora de Narda ont été promus dans le leadership du parti. Et certains d'entre elles ont intégré également le bureau exécutif et on entend beaucoup dans la presse de Saïda Ounissi et de Mehrezi Al-Abidi à l'époque. Mais de plus, les députés de Narda à l'Assemblée nationale constituante, en 2011, occupaient 42 parmi les 49 sièges occupés par les femmes. Donc une proportion impressionnante, mais en même temps pas tellement parce que la parité homme-femme était normalement imposée sur les listes. Néanmoins, dans les structures décisionnelles de Narda, les femmes étaient en 2019 minoritaires. Elles constituaient seulement un tiers du bureau exécutif et moins d'un quart du bureau politique. Par contre, quand il s'agit des élections, elles font bonne image au parti. En 2018, parmi les femmes élues maires, plus de 60% étaient des militants de Narda. D'ailleurs, la maire de Tunis, la première femme maire de la capitale, est une femme qui avait candidaté sur les listes de Narda. À l'instar de Narda, le PGD au Maroc comptait en 2019 seulement 20% des femmes au sein du secrétariat général. De plus, au niveau local, les femmes du PGD représentent moins d'un quart des membres du conseil communal d'Agadir, par exemple. Et même là, elles occupent des postes dits traditionnellement féminins, étant des vice-présidents des affaires sociales, de la santé ou de la culture. Donc les facteurs de domination sont multiples. Il y a la charge de la famille, manque de voitures pour faciliter la participation aux réunions, mais également l'autocensure des femmes et l'hostilité de leur famille envers leur engagement politique. Une responsable de Narda disait, je cite, « Les réunions du parti sont mélangées. Il y a beaucoup d'hommes, on sent que les femmes n'osent pas généralement prendre la parole ou se proposer pour présider les commissions. Si les femmes n'osent pas, les hommes vont choisir des hommes. » En Tunisie comme au Maroc, la sous-représentation des femmes n'est pas spécifique au parti islamique, illustrant une difficulté générale d'insertion des femmes dans le champ politique, tout parti confondu. Et ce contexte est considéré par les femmes islamistes comme une question d'habitude, des modes de pratique et de travail. D'où la nécessité d'adoption de quotas au Maroc. La liste nationale et la liste supplémentaire avaient favorisé la représentativité des femmes au Parlement et au niveau des commissions, où les femmes du PGD se sont fait remarquer pour leur grand nombre. Mais une responsable du PGD m'avait confié que les quotas ont dû être adoptés parce que, je cite, « la femme est difficilement acceptée dans des postes à responsabilité ». Cette politique des quotas, bien qu'ouvrant la voie à une féminisation des instances, ne garantit en rien la participation des femmes à des questions vraiment importantes. Elle peut même les limiter à une inclusion plutôt symbolique ou quantitative aux dépens de la qualité, tant au niveau de la mixité que du partage de postes de pouvoir ou de postes clés. De plus, l'organisation des femmes dans des sections féminines les maintient à l'écart des questions politiques. La seule présence des femmes dans les partis ne constitue donc pas automatiquement un vecteur d'autonomisation. Une responsable de Narda disait, je cite, « Dans les bureaux, les femmes sont censées s'occuper de la question des femmes. J'ai toujours refusé ces fonctions. Je ne suis pas contre l'existence de ces espaces des femmes, mais nous pouvons contribuer dans d'autres domaines. » Toutefois, la participation des femmes peut représenter une prise de conscience et on remarque qu'elles demandent des changements. Par exemple, en 2019, lors du 9e congrès de Narda, en 2012, lors du 9e congrès de Narda, les femmes ont boycotté le congrès en demandant l'introduction de quotas dans les bureaux décisionnels du parti, tant au niveau national mais aussi au niveau local. Et elles ont réussi à fixer un quota d'entier pour les femmes. Également, certaines femmes se montrent critiques vis-à-vis du dirigeant Rachid Ghannouchi et même depuis la crise politique tunisienne de juillet 2021, plusieurs femmes cadres ont quitté le parti.
Mais pour l'instant, l'échappatoire des femmes est représenté par le milieu associatif. Le milieu associatif reste malgré tout un lieu d'expertise des femmes. En Tunisie, un réseau d'associations a été fondé après 2011 par des militants de Nahda qui agissent dans des multiples domaines. Et même si les femmes ont aidé à la fondation de ces associations, la plupart sont présidées par des hommes. Je cite une responsable qui disait « J'ai vécu la naissance de cette association dans plusieurs domaines qui travaillent pour l'intérêt de la Tunisie. Des associations des femmes ont été créées aussi. Les femmes ont contribué à leur création, mais la majorité des présidents des associations est des hommes. » Au Maroc, l'engagement de femmes dans le milieu associatif est un point de départ pour accéder à d'autres fonctions, notamment politiques. D'ailleurs, à la fin des années 90, quand le mouvement islamiste s'est politisé au Maroc, la plupart des femmes ont continué à activer dans le milieu associatif auprès de mouvements de prédication, le mouvement Unicité et Réforme. Mais ces réseaux associatifs représentent un point de départ. Par exemple, l'actuelle et l'ancienne ministre de la Famille, issue de rang du PGD, sont à la base des militantes associatives et elles ont fondé au niveau national et au niveau local de nombreuses associations dont j'ai eu l'occasion d'en visiter, notamment une association qui s'adresse aux femmes victimes des violences et aussi un centre de réhabilitation des femmes en situation difficile. Ce sont des associations qui gardent quand même un référentiel islamiste. Elles préservent aussi l'image de la femme dans le contexte familial. Une des responsables de ces associations me disait que le travail d'autonomisation financière des femmes n'est pas fait dans l'objectif qu'elles fassent concurrence aux hommes ou pour qu'elles puissent construire leur vie sans eux. Au contraire, l'autonomie financière est pour qu'elles améliorent leur estime d'elles-mêmes tout en préservant comme priorité l'unité de la famille. Une responsable d'un réseau associatif au Maroc déclarait également, je cite, « Notre principale mission est de travailler en respect avec nos références dans l'islam. Nous adhérons intégralement aux chartes internationales qui ne sont pas en contradiction avec notre religion. » Et ceci m'amène au fait que parler des femmes islamistes amène à la question des droits des femmes et des tabous. Et j'ai pu observer que les militants de Nahda et du PGD interviewés dans mon étude rejoignent les positions officielles de leur parti. Donc, elles militent pour la conformité du droit avec la loi islamique. C'est pourquoi la rédaction de la nouvelle constitution tunisienne adoptée en 2014 a créé un long débat à l'Assemblée nationale constituante. Car dans la commission des droits et des libertés, présidée par une députée de Nahda, le rôle de la femme a été initialement défini comme étant complémentaire à l'homme. Et je cite la députée que j'ai pu interviewer en 2017, « L'idée était de montrer qu'il existe une entraide entre l'homme et la femme, entre citoyens et citoyennes, et qu'on ne peut pas travailler ou réussir sans aide ou complémentarité des rôles. » Enfin, la version finale de la Constitution ne retient pas le principe de complémentarité. De plus, un autre exemple, en 2018, Nahda s'est opposée à l'initiative de la Commission des libertés individuelles et de l'égalité, dite la COLIB, qui proposait l'égalité des sexes en matière d'héritage, égalité dans l'attribution de la nationalité, la suppression de la dot, etc. Et son rapport a été perçu par Nahda comme étant un risque pour la stabilité de la famille. D'ailleurs, une responsable m'avait confié, je cite, « On est en faveur de l'égalité entre l'homme et la femme, l'égalité des salaires, des chances et des postes de travail, mais l'héritage est une question de société. Certaines questions touchent à une structure sociétale et ne peuvent pas être réglées avec une loi ou une commission. » Ce projet n'a finalement pas abouti en Tunisie. Quant au Maroc, le PGD rejoint la position de son homologue tunisien. Donc, il s'oppose, comme j'avais dit au début, à l'égalité dans l'héritage et soutient la pratique de la polygamie dans certaines situations. Et le Code de la famille adopté en 2004 avait rendu la polygamie un peu plus difficile, mais ne l'a pas interdit. Donc, je conclus par dire que les militants de Nahda et du PGD ont contribué à diffuser le message islamiste parmi les femmes. Elles sont des mains d'œuvre politiques. Elles sont actives dans le milieu associatif, dont certaines associations ont un référentiel islamiste. L'intégration de ces deux partis dans le jeu politique a impacté le parcours des femmes parce qu'elles ont été amenées à occuper des postes officiels, des postes publics. Toutefois, elles restent cantonnées à des postes subsidiaires ou concernant la famille.
et elles restent des représentantes de leurs référentiels, ce qui peut influencer leur vision quant aux droits des femmes de façon générale. Merci beaucoup pour votre attention.